What's up? Ici Antoine Bourassa, président fondateur de Bourrasque Innovation. Puis aujourd'hui, dans cette vidéo, tu vas apprendre comment utiliser l'intelligence artificielle pour bâtir une planification stratégique 3 fois plus rapide et 3 fois plus performante. Let's go! 3 objectifs de cette vidéo. Premièrement, propulser la croissance de votre PME de service. Deuxièmement, vous présenter notre approche performante de planification stratégique qui inclut une approche de design thinking. Et vous présenter 3 exemples concrets de réalisations que j'ai faites avec mes clients dans les dernières années. Je m'appelle Antoine Bourassa, président fondateur chez Bourrasque Innovation. Depuis 5 ans, j'ai accompagné plus de 100 clients à performer, innover et grandir, et ce, grâce à notre expertise en stratégie, en design thinking, innovation collaborative, intelligence artificielle, vente et marketing. De la Commission de la construction du Québec jusqu'à la Ville de Percé, jusqu'à l'Université de Montréal, on a accompagné plus de 100 clients à performer, innover et grandir. J'aimerais vous parler un peu du design thinking. Ceux qui n'ont jamais entendu parler de cette approche-là, c'est une approche de gestion de l'innovation utilisée par des grands joueurs de ce monde, des Google, des Facebook, des Intuit, des IBM. Et en fait, cette approche-là se distingue parce qu'elle met l'utilisateur et met l'humain au centre de sa réflexion. Je donne toujours l'exemple, si je veux développer une nouvelle formation, je pourrais y aller de manière traditionnelle, développer le contenu pendant 2 mois, et après ça, faire la phase de commercialisation pendant 2 autres mois. Et en me croisant les doigts, que ça va bien fonctionner. Mais avec une approche de design thinking, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient sonder les besoins des utilisateurs, on vient démontrer de l'empathie envers les utilisateurs qu'on veut venir cibler pour venir, en deuxième étape, définir c'est quoi leur priorité. Et une fois qu'on définit leur priorité, après ça, on vient imaginer, on vient brainstormer, on vient dans une phase d'idéation où est-ce qu'on génère le maximum d'idées pour répondre aux besoins qui ont été définis précédemment. Et après ça, au lieu de lancer le développement de ces solutions-là en entièreté, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on vient les prototyper et on vient les tester très rapidement. Donc, un processus traditionnel aurait pris 4 mois. Et après ça, avec une approche de design thinking, en 1 mois, on peut faire 4 cycles d'innovation et avancer beaucoup plus rapidement, diminuer les risques d'échec et augmenter le taux de satisfaction et l'engagement de l'ensemble des parties prenantes. Vous allez voir comment j'ai intégré le design thinking dans une approche de planif stratégique plus standard. ChatGPT, il y en a plusieurs qui l'utilisent juste pour rédiger des petits courriels. Chez Bourrasque Innovation, on l'utilise dans tous nos processus. Ça peut être pour créer des sondages, faire des analyses concurrentielles, créer des plans d'affaires, créer des plans stratégiques, analyser des grosses bases de données, créer des logiciels. On a créé un logiciel de diagnostic 360 pour évaluer la performance de votre entreprise selon les 6 fonctions de votre entreprise. Après ça, pour faire des campagnes de vente, campagnes de marketing, pour créer des formations, créer des conférences, faire de la recherche d'informations, transcription de rencontres, création de contenu marketing, et aussi pour la planification des voyages. J'ai fait un voyage avec ma blonde récemment en Italie et je voulais lui démontrer à quel point c'était insane ces outils-là. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que on a planifié tout le voyage avec le AI. Pas compliqué, juste pour faire l'itinéraire, non seulement pour faire l'itinéraire, mais aussi par la suite pour trouver les meilleurs campings où est-ce qu'on voulait aller en Italie, et par la suite à chaque journée, pour regarder quels seraient les meilleurs trails à venir faire dans la région selon nos différents critères et nos contraintes qu'on avait. Fait qu'arrêtez de voir ChatGPT juste pour rédiger des petits courriels. Il y a beaucoup de cas d'application. Vous allez voir comment, dans une planif stratégique, vous pouvez l'utiliser pour être encore plus performant. En gros, il y a plusieurs fonctionnalités clés avec ChatGPT. Je vais faire un petit survol avec vous aujourd'hui. Premièrement, avec ChatGPT, maintenant, on est rendu au modèle 5.2 en date du 20 décembre 2025. Donc, lui, il y a 3 différents stades de modèle. Tu peux soit l'avoir de manière automatique, tu peux l'avoir de manière instantanée, tu peux l'avoir de manière thinking, donc il va réfléchir encore plus approfondi. Après, il y a toute la notion de deep search, la recherche approfondie, que je vais vous montrer un exemple concret d'utilisation dans l'élaboration d'une planif stratégique. En gros, voyez ça comme une espèce d'analyse approfondie que l'intelligence artificielle va venir faire en consultant plusieurs sources de données sur le web et en générant un rapport qui peut aller jusqu'à 20 pages. Je vais vous montrer un exemple. C'est une fonctionnalité les plus sous-utilisées, mais qui, selon moi, amène le plus gros gain, plus gros bénéfice. Après ça, il y a le mode vocal, le mode audio. Donc, vous pouvez dialoguer directement avec ChatGPT à l'audio. Il peut vous répondre même à l'audio aussi. Donc, si vous avez le syndrome de la page blanche, ça peut être un bon moyen de briser ce symptôme-là. Il y a aussi la fonctionnalité de upload de fichiers, analyse de données. Vous pouvez générer des images avec le DALL-E. Ils viennent tout récemment de sortir un nouveau modèle qui est absolument hallucinant. Voici une image de moi qui a été générée par l'intelligence artificielle avec ce modèle-là. Honnêtement, on voit plus trop la différence entre le réel et le
fictif qui a été créé par l'intelligence artificielle. C'est crazy. Après ça, tu as le mode Canvas. Ça, c'est une interface visuelle pour venir rédiger et venir éditer des textes. Vous voyez ça un peu comme un Google Doc. Toute la fonctionnalité projet. Donc, par exemple, moi, dans Bourrasque Innovation, je me suis créé un projet de création de contenu sur LinkedIn. Donc, ce qu'il vient faire, c'est qu'il vient lire toutes mes anciennes publications que j'ai stockées sur des fichiers Word que j'ai uploadés dans le projet. Et après ça, je contextualise, je fournis de l'information sur qu'est-ce que je veux qu'il soit mentionné dans la publication et il vient tout me rédiger en utilisant mon ton, ma voix unique. Donc, c'est absolument incroyable, une belle fonctionnalité à exploiter. Et dans ces projets-là, tu peux mettre de l'instruction personnalisée, de custom instruction, donc lui demander vraiment comment agir, quel rôle il va avoir. Comme ça, tu n'as pas besoin de répéter puis de recontextualiser à chaque fois. Tu peux même te programmer des tâches récurrentes dans ChatGPT et utiliser Sora pour créer des vidéos. Si jamais vous êtes curieux, ça crée vraiment des vidéos super intéressantes. Après, avant de vous montrer toute l'approche, je veux vous montrer aussi c'est quoi comment créer un prompt qui est performant. OK? Il y a 6 différentes composantes pour créer un prompt qui est performant. Premièrement, donner le rôle. Quel rôle tu veux qu'il prenne? Un président d'entreprise, un jeune de 12 ans, un étudiant en psychologie à l'université. Quel rôle tu veux qu'il joue? Deuxièmement, le contexte. Élabore sur le contexte, donne-en plus que moins. Plus que tu vas donner du contexte à l'intelligence artificielle dans ton prompt, meilleur va être le résultat par la suite. Je vais vous montrer des exemples très bientôt. Troisièmement, la tâche, l'objectif qu'il doit venir accomplir. Quatrièmement, le format et la structure demandée. Donc, est-ce que vous voulez un format de texte? Est-ce que vous voulez un format sous tableau, sous bullet point? Combien de caractères que vous voulez avoir également? Cinquièmement, donner des exemples. Donc, vous pouvez fournir des exemples de documents, de style de rapport que vous voulez venir faire, un ancien article de blog que vous avez déjà fait. Donc, vous pouvez fournir des exemples en pièce jointe ou directement dans le prompt. Et sixièmement, ce qu'il faut, c'est de mettre c'est quoi les contraintes, c'est quoi le style aussi que vous voulez avoir. Est-ce que c'est un style très neutre, un style dynamique, inspirant, etc. Donc, à chaque prompt, essayez de vraiment contextualiser au maximum. Vous allez voir comment je l'utilise pour faire une planif stratégique. Donc, voici les 6 étapes de planification stratégique qui intègrent la notion de design thinking et d'innovation collaborative. Première étape, faire un diagnostic. Ce que je veux dire par là, évaluer à la fois toutes les fonctions de l'entreprise, mais rencontrer aussi tous les clients, les employés de votre organisation, comprendre c'est quoi leurs défis, leurs besoins, leurs objectifs, les irritants du quotidien. Deuxième étape, le positionnement stratégique. Dans cette étape-là, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est qu'on vient faire une analyse concurrentielle. On vient faire une analyse SWOT ou FFOM, voire force, faiblesse, opportunité, menace. Et on vient faire la stratégie de positionnement, qui va expliquer clairement comment votre entreprise ressort du lot, comment elle se distingue de la concurrence. Troisième étape, c'est au niveau du modèle d'affaires dans lequel on va venir travailler la proposition de valeur, le modèle d'affaires, la mission, vision, valeur, et on va revoir aussi l'offre de service, s'assurer qu'elle est en adéquation avec les besoins du marché. Quatrième étape, on vient s'attaquer à la stratégie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vient définir les objectifs stratégiques, les cibles puis les indicateurs de performance. Et après ça, on vient élaborer en 5e étape le plan opérationnel qui va venir expliquer quel projet on va venir mettre en place et on va venir détailler ce plan de projet-là, évaluer les risques, responsabiliser les parties prenantes autour du projet et s'assurer qu'il y a un début, qu'il y a une fin. Et finalement, la dernière étape, et non la moindre, qui est souvent la plus escamotée, c'est de faire le plan de suivi et le plan d'évaluation. S'assurer que la stratégie prenne vie, qu'elle ne finisse pas tablettée sur un rapport ou dans votre OneDrive, dans votre SharePoint. Première étape, au niveau du diagnostic, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient comprendre les différents besoins, les différents objectifs, les ambitions, les défis, les irritants de l'ensemble des parties prenantes de l'organisation, en plus d'évaluer les 6 fonctions de l'entreprise. Pour ce faire, on va faire une analyse interne, on va faire aussi une analyse externe. Et à la fin de tout ça, on va venir identifier des différents constats qu'on va venir prioriser par la suite, qui va nous traduire par la suite dans les prochaines étapes qui vont être utiles pour l'étape d'objectifs stratégiques, indicateurs de performance, cibles et projets. Au niveau de l'analyse interne, il y a 2 différents volets à venir survoler. Premièrement, consulter les employés puis les membres de la direction. Et souvent, ce qu'on veut venir comprendre, en gros, c'est les besoins, les sources de motivation, la perception des besoins des clients et des employés, les forces, faiblesses, opportunités, menaces perçues par les employés, l'efficacité des processus, le niveau de satisfaction des parties prenantes et aussi des opportunités de développement professionnel. De l'autre côté, on va venir évaluer avec chacun des responsables des 6 fonctions de l'entreprise la performance des ventes, des opérations, du marketing, des ressources humaines, de la stratégie,
de la finance et comptabilité, ainsi que de la culture d'innovation, et ça grâce à plein d'outils qu'on a développés, dont notre diagnostic 360, que si jamais vous voulez l'utiliser, rendez-vous sur notre site web, bourrasqueinnovation.com, et vous allez pouvoir le faire gratuitement. Ici, je vais te montrer un exemple dans un accompagnement de planif stratégique que j'ai fait avec un organisme public récemment. Dans le fond, avec ChatGPT, qu'est-ce que j'ai réussi à faire? C'est que non seulement j'ai créé le premier sondage de diagnostic auprès des employés, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai analysé chacune des réponses du sondage grâce à l'intelligence artificielle en fournissant l'ensemble des réponses et en demandant à ChatGPT de me dire quels sont les besoins prioritaires et énumère-moi le nombre de fréquences, d'occurrences que ces différents constats de besoins, défis, motivations sont ressortis. Par la suite, j'ai fait un master prompt que j'ai dit, premièrement, tu es président de Bourrasque Innovation, donc j'ai donné son rôle, j'ai donné du contexte, tu es la référence au Québec pour toute PME de services et organismes publics souhaitant grandir, gagner en efficacité. Tu accompagnes présentement un client dans un mandat de planification stratégique. Dans la première étape de ton accompagnement, tu as conçu et tu as fait remplir un questionnaire à l'ensemble des employés du client avec comme objectif, tac, 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 j'énumère tous les objectifs. Voici les résultats analysés du sondage, force du client. Fait que là, vous pouvez voir les forces. La première force, c'était la collaboration et l'esprit d'équipe. La deuxième force, c'était l'expertise et compétences professionnelles. Et là, il est venu me détailler des bullet points pour chacun des points pour expliquer exactement la nature et pourquoi, dans le fond, qu'est-ce que ça veut dire. Fait que là, on a toutes les différentes forces, on a les faiblesses, etc. Donc, j'ai mis vraiment l'analyse au préalable que j'avais faite avant, question par question. J'ai tout mis ça dans un seul prompt pour venir identifier c'est quoi les différents constats. C'est quoi les constats qui sont ressortis de tout ce diagnostic-là. Donc là, vous pouvez voir toutes les réponses pré-analysées du sondage. Et à la fin, ici, qu'est-ce que je viens lui demander? À l'aide de ces informations, dresse-moi de 5 à 7 constats du sondage auprès des employés du client. Pour chaque constat, précise en 5 à 7 bullet points les arguments, la description de tes constats en t'appuyant directement avec les résultats du sondage ci-haut. Termine en proposant 3 à 5 objectifs stratégiques pour les 3 prochaines années, de manière à adresser les défis et les besoins prioritaires identifiés, augmenter la performance et le niveau d'engagement. Pour chaque objectif proposé, précise les 3 à 5 indicateurs de performance idéal à suivre. Utilise les meilleures pratiques en élaboration de constats, d'objectifs stratégiques et la mise en place d'indicateurs de performance en fonction des données recueillies. Et là, j'ai fait la fonctionnalité Deep Search que je vous ai parlé tout à l'heure. Quand on utilise cette fonctionnalité-là, il vient te reposer une question de clarification. Donc là, ici, je viens de dire, il vient me demander souhaites-tu que les constats et les objectifs soient formulés dans un ton plutôt neutre? Veux-tu que la structure proposée serve directement à bâtir le plan stratégique? J'aimerais que les constats soient formulés dans un ton neutre, professionnel et dynamique. Oui, j'aimerais que les constats servent à bâtir le plan stratégique. Et là, pendant 8 minutes, il est venu process et il est venu me ressortir tous les magnifiques constats. Donc, c'est hallucinant. Là. Les constats, puis il vient me soutenir tout ça, comme je l'ai demandé, là, avec le nombre de mentions, avec toute l'information ici. Là. Trop de réunions improductives, stress et épuisement reconnu, nanana. Donc, il vient énumérer tous les constats comme j'ai demandé, puis après ça, il vient me proposer des différents objectifs stratégiques. Objectif stratégique 1, 2. C'est sûr, c'est pas parfait, mais au moins, ça me donne vraiment une base solide pour pouvoir avancer et surtout m'assurer que les objectifs qu'on va venir proposer vont venir adresser des états qui sont réels de la part des employés. Et on mobilise tous les membres de l'entreprise. Pourquoi? Même parce que justement, on vient les sonder, puis on vient adresser chacun des points les plus prioritaires qui sont ressortis dans le plan stratégique. Donc, ça crée de la cohérence, de l'alignement, du sens et ultimement de la performance. Donc, après ça, un coup, vous avez fait l'analyse interne, vous faites le même principe aussi après pour venir faire l'analyse externe auprès de vos employés, auprès des partenaires. On vient les consulter pour comprendre leurs défis prioritaires, on vient évaluer leur niveau de satisfaction et on vient trouver des pistes d'amélioration également. Donc, pour trouver les constats, en gros, on vient centraliser les informations, on vient les analyser grâce à l'intelligence artificielle et après ça, on fait un deep search pour pouvoir trouver les constats globaux. Et finalement, on vient prioriser les besoins. Nous, on utilise souvent une grille de priorisation des besoins qui, en fait, vient mettre plusieurs critères. Donc, par exemple, la durée, vous pourriez mettre 15% de pondération. La complexité, vous pourriez mettre 15%. Le coût, vous pourriez mettre 15% également. Finalement, les bénéfices, 40% pourraient être alloués à ça. Ce que je veux dire par bénéfice, c'est est-ce que le défi est assez gros pour que si on le résout, il va nous générer énormément de bénéfices et de résultats par la suite. Et le contrôle. Est-ce que vous avez contrôle sur ce type de besoin-là ou c'est quelque chose que vous avez plus ou moins le contrôle? Donc, vous prenez tous les différents projets, vous venez évaluer d'une échelle de 1 à 10
l'ensemble des critères que je viens de vous parler. Et après ça, qu'est-ce que vous faites? Ben, c'est que vous êtes capable de cibler rapidement les gros besoins qui ramènent le plus de bénéfices, mais aussi de trouver les quick wins. Donc, les besoins que si vous les adressez et si vous les résolvez, vous serez en mesure de générer de la performance, des gains rapides aussi, et ça à moindre effort. Deuxième étape, c'est au niveau du positionnement stratégique. Le positionnement stratégique s'articule en 3 différentes parties. L'analyse concurrentielle, l'atelier de segmentation de la clientèle et l'atelier de stratégie de positionnement. Donc, au niveau de l'analyse concurrentielle, c'est fou comment l'intelligence artificielle peut venir vous aider à ce niveau-là. Avant, ça nous prenait à notre équipe peut-être une semaine complète de faire une analyse concurrentielle. Aujourd'hui, on peut le faire en 2-3 heures. En gros, qu'est-ce qu'on vient évaluer? C'est 3 différents volets de l'entreprise. L'organisation, son offre et le marketing. Au niveau de l'organisation, on vient analyser l'année de fondation, le nombre d'employés, le siège social, la clientèle cible, le chiffre d'affaires, si c'est une information qui est disponible, le modèle d'affaires, la mission, les valeurs, les forces et les faiblesses de l'organisation. Après ça, au niveau de l'offre, on vient voir c'est quoi l'étendue de leur offre de produits ou de services. C'est quoi le prix des produits, c'est quoi les prix des services, la proposition de valeur, les bénéfices, la qualité des produits, d'une échelle de 1 à 10, les éléments distinctifs, les canaux de distribution, puis le territoire desservi. Et finalement, au niveau du marketing, on vient évaluer l'image de marque, la réputation sur le marché, les tactiques marketing utilisées et la présence sur les réseaux sociaux. Donc ici à l'écran, je vais vous montrer comment j'ai fait récemment une analyse concurrentielle pour Bourrasque Innovation. Je voulais analyser 2 différents volets. À la fois les formations en intelligence artificielle, vu qu'on en donne, et de l'accompagnement stratégique également, vu que c'est un de nos services clés chez Bourrasque Innovation. Donc, vous voyez à l'écran, au départ, j'ai donné le rôle. Tu es président de Bourrasque Innovation, la meilleure firme de services conseil en performance organisationnelle pour les PME de services et organismes publics. Je donne du contexte. Voici ton site web. Analyse attentivement l'ensemble des informations du site pour comprendre l'identité ainsi que les services à faire. Je viens expliquer l'offre, on est encore dans le contexte. Ton offre principale consiste à aider tes clients à élaborer leur planification stratégique et la déployer tout en offrant de la formation continue en intelligence artificielle, inbound marketing, développement des affaires, innovation collaborative et transfo numérique. Bourrasque offre également des conférences et des formations en IA. J'aimerais que tu fasses une analyse concurrentielle en 2 volets. Un, concurrent offrant des services de planification stratégique, puis des concurrents offrant de la formation en IA pour les PME de services et organismes publics. J'aimerais que tu identifies les 10 principaux concurrents à la fois pour la planif stratégique que pour les formations en IA. Pour chacun des concurrents, voici des critères d'analyse dans une grille d'analyse concurrentielle. Donc là, tous les critères que je vous ai parlé tout à l'heure au niveau de l'organisation, au niveau de l'offre, du marketing. Suite à la complétion des 2 grilles d'analyse concurrentielle, j'aimerais que tu analyses les 5 principales forces et 5 principales faiblesses des concurrents à l'aide d'exemples concrets. Normalement, j'aimerais que tu me proposes les 7 meilleures recommandations pour se distinguer des concurrents. Là, il vient me poser des questions de clarification. Souhaites-tu que je me concentre uniquement sur les concurrents situés au Québec ou inclure des firmes canadiennes ayant une forte présence au Québec? Pour les formations IA, veux-tu que je me limite aux offres axées sur ChatGPT ou élargir à toute formation IA adaptée aux PME de services et organismes publics? As-tu une préférence pour le type de contenu à inclure? Non. Donc là, je viens répondre 1, 2, 3 en fonction de toutes ces questions qu'il est venu me poser. Et là, incroyable, pendant 28 minutes, il est allé chercher 42 sources, 86 pages qui ont été consultées. Et vous pouvez voir ici, je peux même cliquer comme ça ici, et on vient voir le beau rapport avec toutes les différentes sources qui ont été utilisées pour venir me fournir. Donc, ça me donne vraiment de l'information super pertinente sur c'est quoi l'environnement concurrentiel dans mon secteur d'activité. Donc, c'est vraiment intéressant. Ça me donne des insights super pertinents. Donc, ça, c'était pour l'accompagnement stratégique. Après ça, au niveau des formations en intelligence artificielle, il est venu toutes me les lister. Principale force des concurrents, donc les 5 principales forces ici. Principale faiblesse des concurrents. Recommandations pour se distinguer. C'est ça qui devient super intéressant, c'est qu'il est venu analyser aussi mon site web, qu'il est capable de me comparer par rapport à la concurrence, puis de dire qu'est-ce qui pourrait ressortir vraiment du lot. Comme celle-là, j'avais trouvé ça super intéressant. Mettre de l'avant une offre intégrée, stratégie plus IA, positionner Bourrasque comme le seul acteur capable d'accompagner une PME de la planification stratégique jusqu'à la transformation numérique IA concrète. Accentuer le focus PME de service public, communiquer sur les résultats tangibles et les témoignages clients, donc super pertinent, innover par la pédagogie continue, accompagnement plus formation, renforcer la marque via du contenu à forte valeur ajoutée, capitaliser sur la jeunesse et l'agilité de Bourrasque, image moderne, flexible et techno-friendly. Donc, tu sais, ça donne vraiment des belles informations. Puis après ça, ici, vous voyez toutes les différentes sources qui ont été utilisées pour
proposer, en fait, pour générer le rapport que vous voyez à l'écran. Donc, un coup que vous avez fait votre analyse concurrentielle, là, il s'agit de voir aussi la portion de segmentation de la clientèle. Parce que vous le savez comme moi, quand on cible tout le monde, on cible personne. Au niveau de la segmentation de la clientèle, qu'est-ce qu'on vient faire? C'est que premièrement, on vient répertorier tous les différents segments de clients qui ont été desservis dans les dernières années de nos clients. Par la suite, on vient évaluer l'ensemble des critères suivants. La croissance du marché, la facilité à cibler, enjeux ou besoins clients, pouvoir d'achat, volonté d'investir, nombre de clients en pourcentage, revenus générés en pourcentage, niveau de satisfaction, et aussi finalement la taille du marché. Et suite à cette analyse-là qui donne un score, ben, vous êtes capable après ça de dire, OK, ce serait quoi les meilleurs marchés, ceux qui ont le plus fort potentiel. Et il vaut mieux se focusser puis être excellent avec un segment de marché que d'être correct avec plusieurs segments de marché. Il n'y a rien de pire qu'être un Jack of all trades et un Master of none. Juste avant de terminer la phase de stratégie de positionnement, on vient faire une analyse FFOM. Voir c'est quoi les grandes forces, qu'est-ce que nos clients aiment, c'est quoi nos faiblesses, c'est quoi qu'on a à travailler et c'est quoi les grandes opportunités qui se présentent à nous, puis c'est quoi les menaces du marché, de l'environnement externe. Souvent, ce que je propose, c'est que pour chaque volet de l'analyse SWOT, on vient identifier les 3 plus grandes forces, 3 plus grandes faiblesses, 3 plus grandes opportunités, 3 plus grandes menaces et qu'on vient établir un petit peu un plan d'action pour comment capitaliser sur nos forces, comment adresser nos faiblesses, comment tirer profit des opportunités, puis comment contrer les menaces. Fait que déjà là, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on avance un petit peu dans l'étape de planification stratégique et de plan d'action pour trouver des idées en lien avec notre situation actuelle. Et finalement, ben, moi, j'utilise beaucoup la matrice stratégique de Porter qui vient expliquer qu'il y a 4 principales stratégies de positionnement. Soit que tu as une cible très large et que tu es axé sur les coûts. Donc là, on pense à des Dollarama, on pense à des Walmart. Soit que tu as une cible très large, mais que tu es axé plus sur la différenciation. Là, on pense à des Apple, on pense à des Nike. Soit que tu es lié au coût, mais tu as une cible très étroite. Donc là, on peut penser à des solutions technologiques comme Zoho, comme HubSpot. Et finalement, tu peux avoir soit une cible étroite, axée sur la différenciation. Et là, on peut passer à des Rolls-Royce, à des SAP. Et vous pouvez même utiliser la carte perceptuelle. C'est un outil qu'on utilise beaucoup. Comme vous pouvez voir là à l'écran, ça, c'est la carte perceptuelle pour les voitures, le marché des voitures. Et les axes peuvent différer d'une industrie à l'autre. Est-ce que c'est des modèles plus traditionnels versus sportifs? Et est-ce qu'on est plus dans le luxe ou dans l'économique? Donc, il n'y en a pas une stratégie qui est bonne ou il y en a une qui est mauvaise. C'est juste à quel point vous êtes capable de sortir du lot et de pouvoir vous positionner directement pour que les gens pensent directement à vous lorsqu'on pense à une voiture économique fiable, ben on pense à Toyota. Si on pense à une voiture luxe qui est assez performante sportive, on peut passer à BMW. Comme dans l'exemple ici, avec une entreprise qu'on a accompagnée qui s'appelle Transglobe Logistique. Transglobe, eux, avaient une offre très spécifique avec un marché qui était très large. Et qu'est-ce qu'on leur a proposé pour gagner en performance puis sortir encore plus du lot? Ben, c'est d'avoir encore une offre spécifique, mais de se recentrer au niveau de la clientèle cible qu'ils viennent desservir. De cette manière-là, ben, ils vont pouvoir augmenter leur expertise dans ce secteur-là, avoir plus de références et pouvoir délivrer un meilleur service auprès de ces entreprises-là. Et à la fin de tout ça, on vient synthétiser l'ensemble de l'énoncé de positionnement stratégique en une seule phrase. Où est-ce que là, on vient regrouper à la fois l'entreprise, l'offre, ce qui les distingue, ainsi que la clientèle cible. Donc, par exemple, pour Amazon, leur énoncé de positionnement stratégique, c'est qu'Amazon offre aux clients le plus grand choix de produits au meilleur prix avec une livraison rapide et fiable pour une expérience d'achat en ligne inégalée. Troisième étape, on vient travailler le modèle d'affaires. Le modèle d'affaires, on vient travailler à la fois la proposition de valeur, le modèle d'affaires, et on vient regarder comment on peut bonifier l'offre de service, comment on peut l'améliorer, comment on peut s'assurer que l'offre réponde à l'ensemble des besoins, des irritants et des motivations de vos clients cibles. L'outil de proposition de valeur développé par Strategizer, je l'adore. Pourquoi? Mais parce que ce qu'il propose dans cet outil-là, c'est de dire, avant même d'imaginer la solution ou le produit ou l'offre de service de votre entreprise, prenez donc le temps de comprendre c'est quoi les vrais besoins de vos clients, c'est quoi leurs attentes, c'est quoi leurs irritants, c'est quoi leurs frustrations. Puis un coup, vous connaissez bien ce portrait-là, mais après ça, c'est beaucoup plus simple d'arriver à dire comment on va développer une offre de produit, une offre de service qui va venir répondre à l'ensemble des besoins, à l'ensemble des attentes et qui va venir soulager les irritants qui sont présents chez vos clients cibles. Comme vous pouvez voir à l'écran, ça, c'est une entreprise qu'on a aidé, une firme de services conseil en ressources humaines.
et elle stagnait, puis la croissance, elle diminuait un petit peu. Et dans le fond, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est venu sonder sur le marché, c'était quoi les besoins prioritaires de ces gens-là. On a eu 42 réponses, et ces 42 réponses-là, tout le questionnaire a été fait avec l'intelligence artificielle, en contextualisant, comme je vous ai montré dans les derniers exemples. On est venu comprendre que voici tous les différents constats que vous voyez à l'écran. C'est les constats de notre analyse. OK? Et comme recommandation pour cette cliente-là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je lui ai proposé d'aller dans une avenue où est-ce qu'il y avait beaucoup de défis. Ce qui fait en sorte que plus grand va être l'écart entre les défis qui sont vécus et la solution qu'on vient proposer, mais plus grand va être le potentiel de croissance parce que dans le fond, tu viens proposer quelque chose que les gens ont vraiment des problèmes. Et dans ce cas-ci, c'était au niveau de la communication. Les plus grandes faiblesses des organisations sont les processus RH déficients, la communication interne inefficace, puis un leadership managérial inadéquat. Les défis prioritaires en RH sont la rétention, la gestion du changement, le manque de ressources, encore une fois, la communication. On peut voir ici même l'efficacité moyenne de la communication est de 61,1% chez les répondants, ce qui est vraiment très faible en moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui étaient vraiment pire que ça. Et après, ce qu'on a fait, c'est qu'on est venu lui développer, lui designer une offre en utilisant l'atelier de proposition de valeur. Et cette offre-là, c'était un parcours d'accompagnement, de leadership et de communication, qui était en 3 différentes phases. Premièrement, élaborer le portrait, la stratégie en co-création, où est-ce que là, on fait un diagnostic, on fait des ateliers collaboratifs pour co-construire la structure de communication. Après ça, on vient faire la structure de communication. Et finalement, il y a toute la phase de développement des compétences, formation, accompagnement, coaching, mesure d'impact en continu. Et après, j'ai même aidé cette cliente-là à bâtir une stratégie de développement des affaires, de go-to-market, à travers une approche de lead magnet, où est-ce que là, les gens remplissaient un questionnaire et en fonction du questionnaire, ben, ma cliente était capable de leur générer un rapport gratuit qui expliquait leur score. Et en moins de 2 mois, ma cliente a réussi à signer un contrat de 42 000 $. Tout ça parce qu'on est venu proposer une offre de service et une stratégie de développement des affaires qui était directement alignée avec des besoins réels du marché. Même principe que j'ai fait avec une autre entreprise en planification financière. Il voulait avoir un second souffle de croissance dans son entreprise. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'à l'aide de l'intelligence artificielle, j'ai bâti un questionnaire qu'on a fait parvenir à l'ensemble de ses clients potentiels. Dans son cas, c'était sa clientèle cible, c'était des ingénieurs. Donc, on a ciblé directement des ingénieurs pour comprendre c'était quoi leurs besoins, c'était quoi leurs défis, qu'est-ce qu'ils appréciaient chez un planificateur financier, en fait. Et on est venu récolter 50 réponses. Puis de ces 50 réponses-là, j'ai réussi à lui fournir 26 leads qualifiés. Donc, 26 personnes qui étaient intéressées à avoir une rencontre exploratoire gratuite avec mon client. Puis de ça, ben, il a réussi à générer 50 000 $ de revenus récurrents, juste avec une stratégie de développement des affaires qui est centrée sur une compréhension profonde des besoins des gens. Puis de s'assurer vraiment de comprendre c'est quoi les défis qu'ils vivent, qu'est-ce qu'ils s'attendent comme résultat, comme accompagnement, puis qu'est-ce qu'ils trouvent intéressant chez un planificateur financier. Et là, vous pouvez voir à l'écran, c'est tous les différents constats qui sont ressortis quand on a fait cette analyse-là auprès de 50 ingénieurs. Donc, un échantillon assez bon pour comprendre c'est quoi leurs besoins. C'est venu influencer par la suite toute sa stratégie de communication, de marketing sur les réseaux sociaux. Le premier constat, c'était que l'investissement et l'optimisation fiscale représentent les besoins prioritaires des répondants, qu'il y avait un excellent potentiel d'intérêt pour une rencontre exploratoire et un accompagnement avec un planificateur financier. La planification financière et l'épargne représentent les principaux défis financiers. Et après ça, on est venu sonder aussi qu'est-ce que les gens appréciaient chez un planificateur financier. Ben, c'est l'accessibilité, la proactivité, la vulgarisation, l'organisation, puis la précision. Et après ça, une autonomie financière partielle, mais besoin d'expertise spécialisée. Donc, plein de bons constats qui, après ça, alimentent directement la stratégie de croissance de mon client. Après ça, on vient travailler le modèle d'affaires, qui est en fait un outil qui a été développé par Strategizer, mais qui se sont basés sur le design thinking pour créer cet outil-là. Comme vous pouvez voir à l'écran, dans le design thinking, j'aime bien dire qu'il y a toujours 3 critères à respecter pour avoir une innovation qui est parfaite. Premièrement, c'est la désirabilité, qui se traduit ici dans le modèle d'affaires dans la section à droite. Donc, à qui on s'adresse, nos segments de clients, c'est quoi notre proposition de valeur, c'est quoi notre relation avec les clients, c'est quoi les canaux de distribution qu'on vient utiliser. Après ça, le deuxième critère d'importance, c'est la viabilité. La viabilité vient se traduire en bas ici, savoir c'est quoi vos sources de revenus, c'est quoi votre structure de coûts. Et finalement, si ça répond à ces 2 premiers critères-là, soit la désirabilité et la viabilité, là, c'est la faisabilité qu'on doit venir respecter. Et ça, c'est tout un peu le back-end, toute la portion à gauche
du modèle d'affaires. Donc, la proposition de valeur, les activités, ressources clés et partenaires clés. Et après ça, moi, j'utilise toujours un outil de mind mapping pour venir identifier, en fait, cartographier le contenu, la structure du contenu aussi de l'offre de service pour s'assurer que qu'est-ce qu'on vient proposer comme avantage vient répondre à leurs irritants et à leurs attentes également. Et ça, j'utilise un mind map. Si vous voulez, en fait, je vous invite à utiliser Xmind. C'est un magnifique outil qui est gratuit que vous pouvez utiliser pour venir faire vos schémas, vos cartes mentales, venir poser vos idées et aussi d'avoir de l'agilité, pouvoir structurer facilement vos idées et faire des liens entre chacune de ces idées-là. Donc, c'est ça que j'ai utilisé récemment pour bâtir une offre de service en réponse à un appel d'offres pour un projet en Abitibi. Et comme vous pouvez voir ici, je vais vous montrer un exemple de comment à l'aide d'un document d'appel d'offres, je suis capable par la suite de venir vraiment produire des sections d'offres de service qui, après ça, je viens intégrer directement dans mon mind map où est-ce que là, je vais avoir une vue d'ensemble sur tous les différents contenus et après ça, je vais pouvoir aller dans mon outil de design pour venir l'intégrer dans une présentation. Donc, vous pouvez voir ici, je mets le rôle, tu es président, nanana, tu dois répondre à un appel d'offres, fait que ça, je lui donne la tâche un petit peu. Je lui donne plusieurs contextes. Fait que ça, c'est tout le contexte qui était présent dans les documents d'appel d'offres. Donc, l'annexe 1, l'annexe 2, le mandat, blablabla. Et après ça, je viens lui demander quelle serait la meilleure approche pour effectuer la première étape du projet dans le but de suivre les migrations depuis nanana et le seul. Décris-moi les meilleures étapes à accomplir pour y parvenir en te basant sur les meilleures sources d'informations fiables pour y parvenir. Pour chaque étape, décris le temps requis pour chacune de ces étapes-là. Fait que là, il vient me donner de l'information pour chacune de ces étapes-là. Et même quand je réponds à des gros appels d'offres, j'utilise 3 LLM. J'utilise ChatGPT, Perplexity, puis j'utilise Gemini aussi. Et je suis capable de venir croiser les informations et voir s'il y a-t-il des tendances qui se dégagent, y a-t-il des rapprochements que je peux faire, puis après ça, pouvoir, avec mon jugement, venir regrouper les meilleures idées qui sont venues ressortir. Donc, vraiment intéressant. J'ai utilisé ça à plusieurs reprises, plusieurs itérations pour pouvoir y arriver et arriver avec une proposition très professionnelle. Et finalement, quand on a fait toutes ces étapes-là, c'est là qu'on peut rentrer vraiment dans le cœur du sujet où est-ce que là, on vient faire la stratégie et le plan opérationnel. Souvent, le défi que je vois chez les entrepreneurs qui font des planifs stratégiques, c'est qu'ils commencent directement à aller dans le plan. Mais au final, le plan doit avoir du sens. Puis pour avoir du sens, il faut s'assurer de consulter les gens qui sont dans l'organisation, qui vivent de près ou de loin ces défis-là. Autant les gens de première ligne que de la haute direction. Tout le monde devrait être impliqué dans un processus de planification stratégique. Donc ici, je vais te montrer, c'est un outil qu'on a développé chez Bourrasque Innovation, la carte stratégique. Et cette carte stratégique, c'est en une seule page, je suis capable de mettre tout le contenu du plan stratégique qui, après ça, va être détaillé plus en profondeur dans d'autres rapports, puis même intégré par la suite dans des systèmes pour venir assurer le déploiement de la planif stratégique. Donc en haut, vous voyez ici, ça, c'est la planif que j'avais faite en 2024 pour Bourrasque. Fait que la mission, propulser la croissance des PME de services à travers une approche innovante, structurée et performante. La vision, donc je suis venu mettre la vision avec des précisions de qu'est-ce que je voulais faire en termes de vision. Les différentes valeurs, la clientèle cible, la concurrence, ce qui vient nous distinguer, les défis prioritaires et par la suite, en bas, on vient voir chacun des objectifs stratégiques. Donc, dans mon cas ici, moi, j'en avais 3. Un, augmenter les revenus. Deuxièmement, développer une offre de service irrésistible. Et finalement, développer une culture d'entreprise axée sur la performance, le bien-être et le développement professionnel. Pour chaque objectif, je suis venu mettre des indicateurs de performance. Donc, qu'est-ce qui va me dire si j'atteins ou non mes résultats ou mes objectifs que je me suis fixés? Fait qu'il faut, en premier lieu, venir expliquer c'est quoi les indicateurs, puis aussi après ça, dire c'est quoi les cibles de ces indicateurs-là. Donc, pour les ventes en 2024, c'était 600 000 de ventes qu'on prévoyait. Nombre de contrats gagnés, ça représentait 20 contrats. Nombre de services envoyés, il fallait en envoyer environ 100 pour avoir 500 rencontres exploratoires, 10 000 réponses et environ 200 000 courriels envoyés, plus 400 000 impressions sur les réseaux sociaux pour 2024. Et après ça, plus bas, on peut venir voir tous les différents projets qui ont été mis en place pour atteindre ces objectifs-là. Et le best, c'est de venir les mettre dans un horizon temporel. C'est quoi le début, c'est quoi la fin. Et après ça, ce que ça permet de faire, c'est de venir mettre dans un document Excel clairement la planification stratégique avant de l'intégrer dans un système. On peut venir voir à gauche, selon les couleurs, ça vient représenter ça vient appuyer quel objectif stratégique.
Et en fonction de tout ça, on est capable de venir dire la période de temps dans laquelle on prévoit faire tous ces différents projets-là. Et après ça, ben, c'est sûr qu'il y a tout l'aspect de suivi et d'évaluation. Donc, mettre en place un mécanisme de suivi pour suivre l'évolution de votre planification stratégique. Souvent, ce que je fais avec mes clients, c'est soit que j'ai des rencontres de bilan stratégique hebdomadaires ou mensuels dans lesquels on vient regarder tous les différents projets qui sont en cours. On vient regarder les indicateurs de performance. On vient regarder est-ce qu'on est en bonne ligne d'atteindre nos objectifs. Sinon, qu'est-ce qu'on doit venir ajuster dans la stratégie? Et c'est là que l'agilité vient prendre tout son sens. Moi, des plans stratégiques sur 5 ans, je n'y crois plus parce que ça évolue tellement rapidement. Des plans stratégiques sur 1 an, c'est parfait, puis on est capable de se faire des sprints de livraison comme à chaque mois et d'avoir une planification stratégique qui est agile. Surtout, qu'est-ce qui est hyper important, c'est de responsabiliser chacun des projets. Donc, s'assurer qu'il y a un responsable clair, un ownership clair pour chacun des projets, une date de début, une date de fin, des indicateurs qu'on est capable de venir suivre. Deuxièmement, mettre des échéanciers à chaque projet. Suivre les KPIs aussi de manière régulière, puis ajuster le plan en cours de route. Pour finir, je vais te partager 3 réalisations que j'ai eues avec mes clients. Premièrement, avec le centre de services scolaires des Laurentides. Donc, on les a accompagnés sur une période de 2 ans environ. Au départ, on a fait un premier mandat de diagnostic des besoins en termes de compétences numériques de base. On est venu sonder l'ensemble des entreprises du territoire à travers des questionnaires, des sondages, des focus groups pour venir comprendre c'est quoi les besoins prioritaires. Et en fonction de cette analyse-là, qu'est-ce qu'on est venu faire? C'est de proposer un genre de plan de formation en compétences numériques de base. Et ensuite, on est venu cogner à plusieurs portes de fournisseurs qui offrent des formations en compétences numériques de base. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est que on a sélectionné, on a recommandé un fournisseur, ça a été accepté par notre client. Et le premier mois de commercialisation, il y a eu 70 000 de vente. La première année, il y a eu 500 000 de vente pour ce nouveau programme-là. Pourquoi? Parce qu'on s'est assuré que ce qui avait été proposé était en directe adéquation, était aligné avec les besoins du marché. Deuxième exemple, la firme Texion. Quand on a commencé à les accompagner, il y avait 600 000 de revenus et la dernière année, ils ont fait 1,5 million de revenus. En 2 ans, on les a accompagnés tant au niveau de l'élaboration de leur planification stratégique, la formation en design thinking. On est venu documenter, on est venu cartographier l'ensemble des processus opérationnels du moment qu'une ressource est placée jusqu'à temps qu'elle termine un mandat et jusqu'à ultimement un renouvellement. Donc, on les a aidés vraiment de différentes manières jusqu'à aussi l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur activité. Tout ça, ça leur a permis d'avoir de la clarté, d'avoir une clarté sur leurs objectifs, sur le plan pour les atteindre aussi, et d'avoir cette culture-là aussi d'innovation à l'interne qui transpire dans l'ensemble de leurs activités. Et finalement aussi la firme main dans la main, une jeune firme de services conseil en ressources humaines qui en 1 an d'accompagnement, j'ai réussi à faire doubler le nombre d'équipes, le nombre de membres dans l'équipe et de pouvoir permettre à ma cliente d'atteindre des super beaux mandats, notamment avec la presse, avec Econo Fitness, à travers un mandat d'accompagnement stratégique basé sur une approche de design thinking. Si jamais tu as besoin d'un coup de main, un second souffle de croissance dans ton entreprise, je t'invite à réserver une rencontre exploratoire dès maintenant avec le code QR en écran et de connecter avec moi sur LinkedIn. Ça va me faire un plaisir de t'aider. Je partage régulièrement du contenu pour t'aider dans ta croissance. Je crois fondamentalement qu'on est capable au Québec d'accomplir de grandes choses quand on se donne les moyens, quand on se forme sur les bons outils et quand on adopte les meilleures pratiques en stratégie, en innovation collaborative et en performance organisationnelle. Donc, j'espère que tu as aimé. Si jamais tu veux démarrer aussi ton diagnostic 360 de ton entreprise pour évaluer la performance de tes ventes, marketing, stratégie, RH, opérations, name it, rendez-vous sur notre site web bourrasqueinnovation.com. Remplis les 6 différents questionnaires et tu vas pouvoir par la suite avoir un portrait global de ta situation actuelle pour pouvoir t'aider dans les prochaines années. Donc sur ce, merci d'avoir été avec moi. J'espère que tu as bien aimé et on se dit à bientôt!